je suis Philippe Garric. Bienvenue à cette pastille intitulée « C'est qui le patron ?». Cette vidéo est née d'échanges que j'ai pu avoir avec des experts de leur domaine qui, sous prétexte d'expertise, ont eu l'élan de m'imposer des manières de vivre, des manières de penser, des manières de fonctionner. Et j'ai eu envie de faire cette vidéo pour expliquer ce que c'est pour moi un expert, quelle est la place que l'expert a dans ma vie. Première expérience qui m'a fait réagir, c'est avec une praticienne en médecine chinoise qui commençait à vouloir changer mon alimentation et me proposait par exemple de déjeuner le matin. Et ça fait des années que je me rends compte que quand j'ai envie de déjeuner le matin, enfin plutôt quand je m'apprête à déjeuner le matin, je dis le matin de bonne heure, je ne parle pas de la grasse matinée du dimanche, mais sur les 6-7 heures du matin avant d'aller travailler, mon corps réagit violemment en me donnant envie de vomir avant même que j'ai commencé à manger. Et si par hasard je mange le matin, je ne suis pas bien le reste de la matinée, j'ai faim très tôt, alors que si je ne mange pas, je suis en pleine forme. Et j'ai croisé dans ma vie plusieurs médecins qui m'ont chacun dit que je devais déjeuner le matin, que c'était le repas le plus important. Et certains me disaient tartine, beurre, confiture, d'autres me disaient charcuterie, fromage, chacun ayant sa vision du bon petit déjeuner, jusqu'à ce que je croise deux personnes formées à l'Ayurveda, dont une des deux est aussi médecin, et qui m'ont expliqué qu'avec le profil ayurvédique que j'ai, l'Ayurveda étant une pratique indienne d'hygiène de vie, je dirais ça comme ça. J'ai une vidéo aussi prévue plus tard sur l'Ayurveda, vous en saurez davantage. Donc ces deux personnes m'ont confirmé qu'avec le profil ayurvédique que j'avais, il était déconseillé de manger le matin et que je devais prendre une pomme à 10 heures et faire un premier vrai repas à midi. Et c'est ce que mon corps sent depuis l'adolescence. Plus récemment, j'ai fait appel au service d'une spécialiste du marketing pour développer mon activité, me faire connaître. Et cette personne-là m'a donné de précieux conseils que pour certains j'ai appliqués et pour d'autres pas. Par exemple, il m'a été déconseillé de faire des vidéos. Donc je ne devrais pas être en train de vous parler là maintenant. Il m'a été déconseillé de diffuser sur les réseaux sociaux des aphorismes qui sont le fruit de mon deuxième livre. Chose que pour autant j'ai faite. Et la personne a à la fois dit qu'elle ne souhaitait plus m'accompagner puisque je ne suivais pas tous ses conseils, et a même plus largement coupé le lien avec moi. Et je peux comprendre que, voilà, que si je donne un conseil et que l'autre ne suit pas, j'ai plus envie d'être en contact avec lui. En même temps, je trouve ça dommage. Et pour moi, ça renvoie à quel est le rôle de l'expert. Quel est le rôle du docteur? Quel est le rôle du professeur? Quel est le rôle de l'expert en économie? Quel est le rôle du coach? Le rôle du psy? Dans ma vision du monde, toutes ces professions qui sont experts dans leur domaine, experts parce qu'ils ont mis beaucoup d'énergie et de temps à comprendre le fonctionnement de leur domaine, pour moi, tous ces experts sont à mon service et non pas moi au service des dogmes auxquels ils adhèrent. Ça veut dire que je garde le pouvoir et que j'ai l'entière liberté de prendre ou de ne pas prendre ce qu'ils me donnent. Et je crois que dans notre pays où nous avons si peur des sectes et des gourous, je pense que le meilleur moyen pour tomber sous la coupe d'un gourou, quel qu'il soit, que ce soit ceux qu'on vous montre parce qu'ils ont je sais pas, les cheveux tondus et la robe orange, ou simplement des gens qui ont des costumes cravates, je pense que le risque de gouroutisation, de sectarisation commence quand je donne le pouvoir à l'autre de définir pour moi ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et puis si vous regardez dans le temps, dans ces experts, il y a des périodes de l'histoire où ils préconisaient quelque chose, des périodes où ils préconisaient autre chose. Par exemple, il me semble qu'à une époque, on préconisait d'emmailloter les bébés très serrés pour qu'ils retrouvent le contact du ventre de la mère. Et puis,
Quelques années plus tard, on a dit qu'il fallait au contraire les laisser libres, parce que c'était l'expérience peut-être de la liberté. Et j'ai entendu, il n'y a pas très longtemps, que d'autres experts maintenant diraient qu'il faudrait plutôt les mettre dans une sorte de gigoteuse pour qu'ils sentent une enveloppe autour d'eux qui les sécurise. Je ne sais pas lequel d'entre eux a raison. Par contre, je sais que je peux faire l'expérience. Dans quelles circonstances mon bébé semble être le mieux, à quel moment il dort mieux ou il mange mieux. Vous avez des experts qui vous disent que les amis laitiers sont nos amis pour la vie, alors que de plus en plus d'autres experts vous disent qu'il y a des maladies qui naissent du fait que l'humain est le seul mammifère à boire et manger du lait après avoir été sevré. Il y a des experts qui vous disent qu'il faut manger des sucres lents et que les pâtes c'est bien et que le blé qui est contenu dans tel biscuit est formidable pour maintenir votre énergie dans la journée, alors qu'à côté de ça, vous avez aussi des personnes qui vont vous dire que ce blé contient du gluten et que ce gluten crée un certain nombre de maladies, ce qu'on appelle les maladies nouvelles. Je ne suis pas expert de ces domaines, je ne peux pas vous dire lequel des deux a raison, je sais que je peux juste faire l'expérience pour voir si quand je me prive de gluten, est-ce que je suis en meilleure forme ou pas, par exemple. Il y a des personnes qui vont vous dire que si vous ne mangez pas de viande, vous allez tomber malade. Or, je connais des gens qui sont végétariens depuis des années, voire même des personnes qui mangent cru depuis des années et qui sont en pleine forme, qui me donnent même l'impression d'être en meilleure forme que moi, qui mangent de la viande et un certain nombre de produits dont on m'a dit qu'ils étaient bons pour moi. Je le confesse, je les consomme parfois en excès. Donc l'idée c'est voilà, garder le pouvoir par rapport à ces experts. Et puis il y a une autre frange de la population vis-à-vis de laquelle nous devons garder le pouvoir. Ce sont les gens qui nous aiment. Notre famille, nos parents, nos amis, notre conjoint. Tous ces gens qui, comme vous, comme moi, détiennent des bouts de vérité et qui, comme vous, comme moi, peuvent parfois penser que ce bout de vérité est la vérité unique et absolue. Et peuvent avoir envie, de manière directe ou indirecte, de nous inciter à adopter plutôt tel mode de vie que tel autre, en pensant que parce que c'est bon pour eux, c'est bon pour nous, ou en pensant que parce qu'on leur a dit que c'était bon, forcément c'est bon pour nous. Et là encore, je redis que pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui peut réellement savoir si ce que je vis est bon pour moi, c'est moi. Et je suis désolé de tous ceux que j'ai pu contrarier parce que je n'ai pas suivi leurs conseils, et que ne suivant pas leurs conseils, je n'ai peut-être pas contribué à ce qu'ils puissent se rasséréner, pour reprendre le terme exact, et qui sont restés inquiets par rapport peut-être à des choix que j'ai pu faire à certaines époques de ma vie. Et en même temps, je voudrais dire à toutes les personnes qui agissent par bienveillance que c'est une merveilleuse énergie, la bienveillance. La condition, c'est peut-être d'être au clair sur ce que c'est que la bienveillance. Et j'ai eu l'occasion de parcourir un ouvrage d'Alexandre Jolien qui s'appelle « Petit traité de l'abandon », dans lequel il explique l'étymologie de la bienveillance. C'est une étymologie assez simple. Bienveillance, c'est vouloir le bien. Et jusque-là, toutes les personnes qui sont bienveillantes vont se reconnaître là-dedans. Elles veulent le bien. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il va un peu plus loin et il explique que la bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien pour l'autre, c'est aussi être conscient que ce que je crois être bon pour l'autre n'est peut-être pas ce qui est bon pour l'autre. Par exemple, j'ai croisé dans ma vie des personnes qui ont voulu me convaincre que pour être heureux, il fallait être marié, avoir des enfants, être propriétaire, avoir un métier de fonctionnaire, parce que c'est la sécurité de l'emploi. Et c'est clair que si je regarde ma vie au travers de ces critères-là, je ne dois pas être très heureux parce que je ne remplis aucun de ces critères-là. Et en même temps, je me rends bien compte que dans ma vie, ce qui me rend heureux, c'est autre chose que ça. Et des personnes ont parfois insisté, j'oserais dire lourdement insisté. J'ai par exemple ma grand-mère maternelle qui, depuis que j'ai 18 ans, me demande à chaque fois que je la vois, ou quasiment, quand est-ce que je vais me marier. Que je remercie ces personnes de vouloir le bien pour moi et d'être bienveillantes vis-à-vis de moi. Et en même temps, je les invite vraiment à être conscientes que je veux aussi le bien pour moi et que j'ai conscience parfois que le bien pour moi n'est pas forcément ce qu'on lit dans les livres, ce qu'on entend à la télé,
ce que la plupart des humains colportent, et que j'ai envie de trouver mon propre chemin. Et je vous invite, vous aussi, à trouver votre propre chemin, en gardant constamment le pouvoir. Ne donnez jamais le pouvoir à personne de décider pour vous ce qui est bon pour vous. Peut-être que parfois nous nous tromperons, c'est possible, mais nous avons aussi besoin de nous tromper pour savoir que ce n'est pas le bon chemin. Se tromper, pour moi, ce n'est pas une erreur ni un échec. C'est comme arriver à un rond-point, prendre une route, se rendre compte qu'elle n'est pas bonne. C'est au moins de l'information, je sais au moins que cette route-là n'est pas bonne. Je peux revenir au rond-point, choisir une autre voie, l'explorer aussi. Et que je vais peut-être simplement être un peu plus vigilant quand cette voie touche à l'élan de vie qui m'a été confié et au risque de le perdre. Voilà, je souhaite une excellente vie à tous les patrons qui sont à l'écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.